Bonjour, aujourd'hui on commence le chapitre 2 qui va porter sur le champ électrique. Le chapitre 2 c'est un chapitre qui est quand même assez costaud, surtout au point de vue mathématique. On va apprendre là-dedans justement, d'abord on va voir qu'est-ce que c'est qu'un champ électrique, puis ensuite comment on peut calculer le champ électrique. Euh, D'abord, le champ électrique, on peut dire que c'est un peu une simplification, dans le sens qu'au premier chapitre, on a appris à calculer la force électrique entre deux charges ponctuelles. On va vouloir généraliser ça un peu parce qu'en général, les charges se regroupent, c'est-à-dire on n'a pas souvent des charges toutes seules ponctuelles, seulement deux charges, on a souvent beaucoup de charges ensemble. Donc on va être capable de calculer la force que plusieurs charges vont générer entre elles. Mais c'est un peu compliqué parce que vous comprenez que chaque charge va interagir avec les autres charges et donc on a tout plein d'interactions et c'est difficile. Donc on va définir pour ça d'abord le champ électrique. Donc l'image qu'on a là, on a une boule chargée positivement. Donc il y a plusieurs charges dans cette balle-là. Puis ici on a une petite charge ponctuelle qu'on appelle Q0. On va appeler ça une charge test. Euh, L'ensemble tout est positif. La charge Q0 est positive aussi. L'ensemble des charges qui sont là vont interagir avec la charge Q0. Chacune va exercer une force sur Q0. Ça va être des forces de répulsion puisqu'elles sont toutes positives. Alors Q0 va subir de multiples forces et puis elle va avoir au bout du compte une force résultante. La force électrique qui est représentée ici, donc FE, qui va être exercée dessus. Supposons qu'on fait le problème. Donc, on résout le problème, on calcule chacune des forces, on ajoute tout ça, puis on trouve la force qui est exercée sur Q0. Maintenant, on change un petit peu le problème. Q0, je l'enlève de là, puis je prends une autre charge, je la mets à sa place, et puis je vais à nouveau calculer la force qui est exercée sur cette charge-là. Potentiellement, il faudrait que je recommence le problème au complet parce que j'ai une nouvelle charge, donc il faudrait que je calcule chacune des forces, etc. Mais en fait, on n'aura pas besoin de faire ça parce que bien sûr, la force, pardon, est proportionnelle à Q0. On a vu avec la loi de Coulomb que la force était proportionnelle au produit des charges. Mais comme Q0 fait partie de ces charges-là, la force est proportionnelle à Q0. Alors, c'est quand même assez évident que si je fais juste changer la charge Q0 pour une autre charge, qui est le double, par exemple, mais la force, ça va être exactement le même, mais elle va être doublée. Si je change Q0 par une charge identique mais négative, la force va être exactement la même, sauf que ça va être une force d'attraction. Alors, c'est ça le but du champ électrique. Donc, on va définir au point P, qui est le point où se trouve Q0, un champ électrique. Donc, ça va être E majuscule, le symbole du champ électrique, et ça va être un vecteur. Et le champ électrique, donc, il va être produit par l'ensemble des charges positives qui est là, au point P. Et de cette manière-là, on va pouvoir calculer ça va être indépendant de Q0 et on va pouvoir calculer la charge avec ça. Donc, on va définir, ici c'est la définition du champ électrique, au point P où se trouvait Q0 comme étant la force électrique que Q0 subissait divisée par sa charge. Donc, en faisant ça, ça rend le champ électrique indépendant de Q0. Le champ électrique va seulement dépendre des autres charges qui vont créer ce champ-là. Donc, les unités maintenant du champ électrique, ça va être des newtons par coulomb, puisque en fait la force est en newtons, la charge est en coulomb, donc on aura des newtons par coulomb. Et bien sûr, une fois qu'on a le champ électrique, on peut calculer la force qui est subie par Q0, tout simplement en l'isolant. Vous voyez, si j'envoie Q0 de l'autre côté, je vais avoir Q fois E pour la charge électrique. La force électrique, pardon. J'ai pris Q0, c'était ma charge test, mais en fait, ça peut être n'importe quelle charge qui soit positive ou négative. D'ailleurs, une petite note, on remarque ici que comme on a défini le champ électrique avec une charge test positive, ça veut dire que si Q, donc la charge que l'on place au point P, est positive, la force qu'elle subit va être dans la même direction que le champ. Tandis que si Q est une charge négative, donc si on place au point P une charge négative, ça va faire moins quelque chose fois E. Donc, la force électrique qu'elle va subir va être en sens contraire du champ électrique. Donc, vous voyez, si j'ai donc cette distribution-là, ça produit un champ électrique ici. Maintenant, je prends une autre charge que je place ici au point P. Si elle est positive, elle va donc subir une force dans le sens du champ électrique. Si elle est négative, elle va subir une force en sens contraire du champ électrique. Donc, le champ
est vraiment indépendant de la charge que l'on place au point P. Le champ va dépendre seulement des autres charges qui sont ici, qui provoquent le champ. Alors pour mieux comprendre qu'est-ce que ça représente le champ électrique, je vais faire une petite analogie avec le champ gravitationnel. Euh, vous avez vu en mécanique qu'on pouvait calculer le poids d'un objet sur la Terre en faisant le produit de la masse fois G, la constante gravitationnelle. Donc ici, par exemple, on a quelqu'un qui est à la surface de la Terre. On veut calculer son poids, c'est-à-dire la force que la Terre exerce dessus. On sait que la formule générale de l'attraction gravitationnelle universelle, c'est celle qui est en bas. Elle ressemble beaucoup d'ailleurs à la loi de Coulomb. Donc Fg égale G, M1, M2 sur R carré. C'est la loi qu'on utilise pour calculer la force entre deux masses, peu importe où on se trouve dans l'univers. Si on est à la surface de la Terre, le M1 pourrait représenter par exemple la masse de la Terre, M2 ce serait la masse de la personne dont on veut calculer le poids R, c'est la distance entre la personne et le centre de la Terre. Donc grosso modo c'est à peu près le rayon de la Terre, G, la constante de gravitation universelle. Supposons qu'on fait ce calcul-là. On a la masse de la Terre, on a le rayon, on a les deux masses, on est capable de calculer ça. Mais si il y a une autre personne qui arrive tout d'un coup, puis sa masse est différente, ben, pour calculer son poids, je devrais procéder encore à la même chose. Donc, je devrais connaître la masse de la Terre, le rayon de la Terre, etc. Mais vous comprenez bien qu'on n'a pas vraiment besoin de faire ça, parce que, en fait, ça ici, c'est des constantes lorsqu'on est à la surface de la Terre. G, évidemment, c'est une constante. M1, ce serait la masse de la Terre. R, le rayon de la Terre. Donc, on pourrait regrouper tout ça ensemble. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. On l'appelle G minuscule. Et le M2, c'est la masse de la personne. Donc, ça simplifie le calcul. Le G, qu'on appelle la constante gravitationnelle, à la surface de la Terre, c'est en fait le champ gravitationnel de la Terre. On aurait même pu l'exprimer sous forme vectorielle. On pourrait mettre G avec une flèche. Les flèches sont représentées ici d'ailleurs. Elles sont orientées vers le bas, évidemment. On dit que c'est une constante à la surface de la Terre, mais vous comprenez bien que si par exemple on monte en altitude, donc le rayon, la distance va changer. Donc à ce moment-là, ça paraît pas beaucoup si on fait quelques centaines de mètres, mais si on s'en va très loin, par exemple en orbite, ben le R change. Donc la valeur de G va changer également. Donc, G, ça serait le champ gravitationnel et on obtient la force en faisant la masse fois le champ. Tout comme on obtient la force électrique en faisant la charge fois le champ électrique. Les unités d'ailleurs du champ gravitationnel, ça serait des newtons par kilogramme, puisqu'on multiplie ensuite par une masse. Alors les unités du champ électrique, c'est des newtons par coulomb, puisqu'on multiplie ensuite par une charge en coulomb. Ici, l'image qui est là, c'est pour représenter justement le champ électrique, pas électrique, mais gravitationnel plutôt, autour de la Terre, au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Vous avez remarqué que, par exemple, ici, au bout de la flèche, là, ça représente G à la surface de la Terre, la flèche est plus longue. Si on est un petit peu plus loin, la flèche est moins longue, encore plus loin, la flèche est encore moins longue. Donc le champ gravitationnel diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre. Je voudrais juste faire un petit exemple numérique pour vous montrer à quoi ça sert le champ électrique ou comment on va l'utiliser. L'exemple c'est le suivant. On aurait un champ électrique uniforme. C'est écrit ici de 5 newtons par coulomb. Donc le champ est représenté par les flèches qui sont en bleu ici. Donc on imagine que partout dans l'espace qu'on a ici, on a un champ uniforme de 5 newtons par coulomb. Vous voyez, c'est un peu l'équivalent avec l'analogie dont on vient de parler, comme si on avait un champ gravitationnel de 9,8 mètres par seconde carré, ou newton par kilogramme, si vous voulez. Donc, 5 newtons par coulomb, le champ va vers la droite. Et là, on pose la question, quelle serait la force que subirait une charge qu'on va déposer dans ce champ uniforme-là? J'en ai dessiné 3, mais on les met juste une à la fois. Alors, on commence par Q1. Supposons que je prends la charge Q1, qui est de 2 microcoulombs, puis que je la place dans le champ uniforme en question. Quelle serait la force subie par cette charge-là? Donc, on pourrait la calculer. On va l'appeler F1. On fait Q fois E, donc la charge fois le champ électrique. On aurait donc, dans ce cas-là, la charge qui est de 2 microcoulombs, 2 par 10 à la moins 6, fois le champ électrique. Le champ électrique, on pourrait l'exprimer comme ceci. Disons que notre axe des X est horizontal. On aurait donc 5 newtons par coulomb fois I pour représenter sa direction. Donc si on fait le calcul, 5 fois 2, ça va faire 10. Donc on va avoir 1 par 10 exposant moins 5 newtons comme force. Ou encore, on aurait pu dire aussi 10
micronewtons, puisque dans le fond, on avait des microcoulombs, donc ça va donner des micronewtons. Il ne faudrait pas oublier, j'aurais dû indiquer mon I pour donner la direction. Donc je continue, je vais aller un petit peu plus vite pour les autres, là, mais la charge numéro 2, supposons que j'enlève Q1, puis maintenant je mets Q2 qui est de moins 2 microcoulombs. Ben dans le fond, pour la calculer, ça va être le même principe. On va faire Q2 fois E. Donc on aura cette fois-ci moins 2 par 10 moins 6 fois 5i. Alors vous comprenez que c'est exactement la même chose que tantôt, mais il y a juste un signe moins. Donc on va se retrouver avec moins 10 micronewtons, toujours selon la direction I. Donc, vous voyez, Q2 va être poussé vers la gauche, tandis que Q1 aurait été poussé vers la droite. Donc, il faut se rappeler de ça. Les charges positives vont être poussées dans le sens du champ, tandis que les charges négatives vont être poussées en sens contraire. Pour ce qui est de Q3, donc j'enlève Q2 puis je remplace par Q3. C'est moins 6 microcoulombs cette fois-ci. Donc, on pourrait le calculer dans notre tête, celui-là. Dans le fond, j'avais moins 2 pour F2. Maintenant, j'ai moins 6, c'est 3 fois plus élevé. Donc, au lieu d'avoir moins 10 micronewtons, je vais avoir moins 30 micronewtons. Donc, moins 30 micronewtons fois I pour la charge Q3. Alors ici, je voulais parler un peu des éclairs et de la foudre, un phénomène qu'on peut observer, que vous avez déjà tous et tous observé. Et je vais en parler à partir du générateur de Van de Graaff. On a déjà vu le principe du générateur. Vous vous rappelez, c'est un appareil qui génère une séparation des charges par friction. Donc, il y a une membrane là, qui amène les électrons d'une boule à l'autre. Et puis, donc, les électrons s'accumulent en fait sur la boule qui est ici. Sur cette boule-là, on a donc un surplus de charge positive. On a donc une différence de charge entre les deux. C'est un peu semblable à ce qui arrive lors d'un orage électrique. Dans un orage électrique, il y a un frottement des gouttelettes d'eau puis des grêlons. Il y a un échange de charge pour cette raison-là. Puis à cause du courant ascendant, c'est un peu comme un Van de Graaff dans le fond, à cause des courants ascendants, les grêlons ont tendance à tomber vers le bas du nuage, les gouttelettes d'eau, les fines gouttelettes d'eau vers le haut du nuage. Donc ça fait une séparation de charge. On se retrouve donc avec une situation comme on va avoir tout à l'heure. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les charges commencent à s'accumuler, s'accumulent, s'accumulent. Il y en a donc de plus en plus. Et donc, comme le champ est proportionnel à la charge, le champ électrique augmente de plus en plus. Or, un champ électrique, c'est une force par unité de charge. Donc, les électrons qui sont sur cette balle-là, ou encore les charges positives qui sont là, ben, il y a des forces de répulsion entre eux autres. Les électrons qui sont sur cette balle-là ont tendance d'ailleurs à vouloir sauter sur l'autre balle, puisqu'ils sont attirés. Et on peut se demander à quel moment ça va se produire. En fait, l'air qui est entre les deux, supposons que je tiens ma balle comme ça, l'air qui est entre les deux, c'est un assez mauvais conducteur, l'air. En fait, des électrons ne peuvent pas se déplacer facilement dans l'air. Donc, en fait, oui, il y a des électrons qui se déplacent, qui vont sur la sphère tranquillement, mais le courant est vraiment très, très faible. Mais quand les charges vont augmenter, à un moment donné, il va y avoir une étincelle. Donc, je peux peut-être vous le montrer, puis ensuite, on va pouvoir discuter qu'est-ce qui se passe. Donc, je pars le générateur. Ensuite, je vais aller fermer la lumière. Alors, vous voyez et vous entendez d'ailleurs les éclairs. Donc, il y a des éclairs entre les deux balles. Les éclairs, je vais expliquer tout à l'heure, mais c'est en fait des électrons qui sautent de l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir dans tout ça? Alors, vous avez vu les éclairs qui sautaient de temps en temps. En fait, quand il y a un éclair qui saute, ça neutralise la charge. Donc, il n'y a plus de charge sur la sphère, donc l'éclair arrête. Par la suite, les charges se réaccumulent et quand il y en a suffisamment, il y a un autre éclair à nouveau. Donc, il y a de multiples éclairs comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une éclair? En fait, c'est que pour ioniser l'air, il faut une certaine quantité d'énergie. Ioniser, vous vous rappelez, ça veut dire arracher un électron. Une fois que l'air est ionisé, en fait, il se produit une réaction en cascade, c'est-à-dire, dans le fond, il y a un électron qui part de la sphère qui est ici, il est attiré par l'autre, et là, donc, il va sauter. S'il y a suffisamment d'énergie, il va rencontrer une molécule d'air, en fait, donc une molécule d'oxygène ou une molécule d'azote. Puis d'ailleurs, l'énergie n'est pas la même tout à fait pour ioniser l'oxygène ou l'azote. Donc, supposons qu'on rencontre une molécule d'oxygène. Si l'électron a suffisamment d'énergie, il va en avoir assez pour
libérer un électron de l'atome d'hydrogène. Et donc, on va se retrouver avec un atome, ou plutôt une molécule ionisée. Et ce nouvel électron-là, il va être ensuite accéléré par le champ électrique parce que lui aussi est attiré par l'autre. Et il va acquérir suffisamment d'énergie. Quand il va rencontrer une autre molécule, il va l'ioniser également, ça va libérer un autre électron. Et là, vous comprenez que chaque électron, comme ça, est accéléré, rencontre une autre molécule, l'ionise, et donc ça crée un flot d'électrons. Donc, c'est un courant. Et en fait, c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on a un éclair. C'est lorsque, en fait, le champ électrique a atteint une valeur suffisamment grande pour accélérer les électrons assez pour pouvoir ioniser les atomes. Et à ce moment-là, on aurait une réaction en chaîne, beaucoup d'électrons qui vont se mettre à circuler. Et donc là, on va avoir un éclair. Le champ électrique qu'il faut pour de l'air sec, c'est peut-être pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais c'est environ 3 millions de newtons par coulomb. Donc, quand le champ électrique atteint cette valeur-là, approximativement, ça dépend un peu du taux d'humidité, c'est à ce moment-là que le courant va avoir lieu. Alors, pour revenir un petit peu sur la foudre dont on vient de parler, on a une image ici, une belle image d'ailleurs, avec des éclairs. Euh, je veux parler peut-être un petit peu d'abord de qu'est-ce qui produit la lumière lorsqu'on a la foudre. En fait, j'ai parlé tout à l'heure de l'ionisation. Donc, quand le courant circule, il y a beaucoup d'électrons qui sont libérés, les molécules sont ionisées, et lorsque ces électrons-là vont se recombiner aux molécules, c'est là qu'ils vont émettre de la lumière en fait. Donc la lumière est émise lorsque les électrons se recombinent. Il y en a beaucoup d'électrons qui vont se recombiner et donc ça fait beaucoup de lumière. Pour ce qui est du tonnerre, donc le son, qu'on a entendu d'ailleurs tout à l'heure lorsqu'il y avait les éclairs avec le Van de Graaff, ça c'est tout simplement dû au fait que bon, le courant qui circule, c'est un courant qui est très fort et très bref. Ça génère de la chaleur. Et cette chaleur-là va provoquer une expansion de l'air parce que la pression augmente tout simplement. Donc, et cette expansion-là est très rapide. Donc, en fait, c'est une onde de choc, un peu comme dans une explosion. Et donc, ça va produire le son qu'on va entendre. Euh, Ici, je voulais reparler de la formation des orages ou des éclairs, en fait. D'abord, ça prend des conditions assez spéciales pour avoir des orages électriques. Ça prend des forts courants ascendants. Donc, ça arrive habituellement l'été quand il fait chaud, le soleil chauffe la terre. Ça crée des courants ascendants. Donc, l'air est chauffé au sol, prend de l'expansion, devient moins dense, se met à monter, donc ça fait un courant ascendant, et ça fait exactement comme un Van de Graaff dans le fond. Au lieu d'avoir une courroie qui amène les charges, c'est tout simplement l'expansion et les courants ascendants. Et là, il arrive un phénomène, c'est assez compliqué à expliquer, mais en fait, simplement, on peut dire que ce qui arrive, c'est que les gouttelettes d'eau, qui sont des très fines gouttelettes d'eau, sont apportées par le courant ascendant. Donc, ils vont monter dans le nuage. En montant, ces gouttelettes-là, ils vont finir par il va y avoir d'autres gouttelettes qui vont se coller, les gouttelettes vont devenir de plus en plus grosses. À un moment donné, il va faire de plus en plus froid aussi en montant. Donc ces gouttelettes-là vont devenir des cristaux de glace. Et les cristaux vont grossir en accumulant d'autres gouttelettes d'eau. Et à un moment donné, ils arrivent à une certaine grosseur, une certaine taille, où ils vont plus flotter, donc ils vont plus être apportés par les courants ascendants. Donc ils vont se mettre à redescendre sous l'effet de la gravité. Et l'échange a lieu lorsque justement les gouttelettes d'eau qui montent rencontrent les grêlons en fait qui descendent. Il y a une friction et il y a un échange de charge. En dessous d'une certaine température, en fait les gouttelettes d'eau ont tendance à céder des électrons aux grêlons qui, eux, vont acquérir des électrons. Ce qui fait que comme les gouttelettes d'eau montent et que les grêlons descendent, le bas du nuage, comme on le voit ici, le bas du nuage finit par être chargé surtout négativement, tandis que le haut du nuage va être chargé positivement. Et là, on a donc une séparation des charges. Le sol va finir par se charger positivement parce que comme les charges négatives du bas du nuage sont plus près du sol, ça va repousser les charges négatives qui sont au sol plus profondément, de sorte que ça va laisser un surplus de charge positive sur la surface. Et à un moment donné, donc, il y a un champ électrique qui va se produire entre les deux. Et si le champ électrique dépasse le champ électrique minimal pour provoquer l'ionisation de l'air, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à peu près 3 millions de newtons par coulomb. À ce moment-là, la décharge va avoir lieu, donc on va avoir un éclair. Il faut dire qu'il y a aussi des éclairs entre les parties du nuage, parce qu'il y a quand même des charges dans le nuage. Des fois, il y a même des éclairs entre deux nuages adjacents, par exemple. Donc, il peut y avoir tous les cas de figure.
Et un éclair, en fait, dès qu'il y a eu la première ionisation. Je peux d'ailleurs ici, j'ai un petit schéma pour montrer qu'est-ce qui arrive avec la cascade d'électrons. Comme je disais tout à l'heure, il y a un premier électron qui rencontre une molécule et s'il y a assez d'énergie pour ioniser cette molécule-là, ben, ça libère un autre électron. Donc on est rendu avec deux électrons. Ces électrons-là ensuite vont pouvoir aller libérer un autre électron. Donc on va être rendu encore à deux ici, puis celui-là est allé en libérer. Donc rendu à cette étape-là, on en a 4, 8, 16, etc. Donc on a de plus en plus d'électrons, ce qui fait que le courant peut être élevé. Une fois que l'air est ionisé et qu'on a une première décharge qui est partie, il faut dire que cette première éclair-là a donc ouvert un passage, si on veut. On a beaucoup de molécules ionisées, beaucoup d'électrons à cet endroit-là. Ça a chauffé aussi, donc ça devient plus conducteur. Et en réalité, quand on voit une décharge électrique, un éclair, en réalité, c'est plusieurs décharges qu'on voit qui passent à des microsecondes d'intervalle. Et donc, il y a plusieurs décharges qui vont passer à cet endroit.